Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Lancement de la deuxième phase du projet PIICOM à la mairie d'Abomey-Calavi. C'est une initiative de l'USAID. On en parle dans cette édition. Assemblée générale ce mercredi des vendeurs, revendeurs et artisans du Bénin. La question de leur relogement suite à leur déguerpissement était au cœur de cette rencontre. Et puis le Parlement écossais a voté à une grande majorité contre le projet de loi du gouvernement britannique autorisant Theresa May à lancer le processus du Brexit. Il s'agit cependant d'un vote symbolique. Bienvenue dans ce journal. Lancement ce jour de la deuxième phase du projet paquet d'intervention à haut impact au niveau communautaire. Le projet PIICOM est une initiative de l'USAID qui vise à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Carole Olaye d'Amé Pedro pour le reportage. La deuxième phase de la mise en œuvre du paquet d'intervention à haut impact communautaire PIICOM devient une réalité. Ce projet de l'Agence de développement international des États-Unis, USAID, a pour objectif de permettre aux populations, prioritairement les femmes, les nouveau-nés et les enfants de plusieurs communes, dont celle d'Abomey-Calavi, d'avoir un meilleur accès aux soins de santé. Une initiative qui a bénéficié de la contribution de plusieurs partenaires. Votre participation active aidera à garantir une campagne de vaccination mieux planifiée, par exemple, et à empêcher que les enfants soient laissés pour compte. C'est sous votre rôle directeur d'une planification sanitaire vise à fournir aux familles des moustiquaires Sephora, contribuant ainsi à la réduction du paludisme, qui est la cause première de mortalité chez les enfants. Le lancement officiel du PIICOM va donc permettre l'amélioration de la qualité des soins qui seront administrés aux populations et le renforcement des compétences du personnel sanitaire dans les différentes communautés. Le paquet d'intervention à haut impact, dans son volet communautaire, vient non seulement optimiser la couverture sanitaire de notre zone, mais aussi élargir la prévention et même l'élimination des décès maternels et infantiles au niveau des villages et quartiers de ville des 9 arrondissements d'Abomey-Calavi. Je voudrais également, à la suite du deuxième adjoint au maire d'Abomey-Calavi, vous assurer de l'engagement des maires, engagement qui permettra de garantir à cette intervention son caractère inclusif. Faisons tous pour qu'il y ait une troisième phase et pourquoi pas une quatrième phase. Le paquet d'intervention à haut impact communautaire sera exécuté par les ONG béninoises dans toutes les communes retenues que sont Savalou, Banté, Cotonou, Commun, Grand Popo, Hueyogbe, Alada, Zé, Tofo, Bopa et ceci pour une durée de 3 ans. Les revendeurs, vendeurs et artisans du Bénin sous la direction du Comité national des revendeurs, vendeurs et artisans du Bénin pour la liberté et le pain CONARAB se sont réunis en Assemblée générale ce mercredi 8 février à la Bourse du travail de Cotonou. But de leur rencontre, examiner quelques sujets touchant leurs différents secteurs d'activité après leur déguerpissement. Antoinette Sabo et Romaric Devauchier. L'opération de libération des espaces publics et des terres pleins centraux dans les grandes villes du Bénin, actuellement en cours, n'est pas sans conséquence. Cette décision, bien qu'elle soit prise pour rendre propre et embellir les villes, crée des dommages aux victimes. Ce mercredi 8 février 2017, à la Bourse du Travail, les membres du Comité national des revendeurs, vendeurs et artisans du Bénin pour la liberté et le pain CONARAB se sont réunis en Assemblée générale pour définir des actions concrètes de leur relogement afin de faire face à cette opération de déguerpissement sur leurs activités. Depuis quelques semaines, les populations béninoises en général et les petits producteurs de nos villes et campagnes, en particulier, vivent sous la hantise et dans une impasse jamais égalée. Ce sont donc les petits revendeurs, vendeurs et artisans installés au bord des rues qui ont vu leurs baraques, boutiques
et ateliers partis en fumée sous un regard impuissant. À Cotonou, par exemple, Modeste Toboula et Armand Ganser, respectivement préfets du littoral et DG de la Sogema, s'acharnent actuellement contre les revendeurs de friperies dont le site se trouve logé dans le grand marché de Missebo. La présidente du CONARAB, Thérèse Waoua, quant à elle, déplore ce qu'elle considère être l'indifférence du gouvernement vis-à-vis de ses victimes. Les dégâts que ce déguerpissement a causé et continue de causer sont énormes. Le gouvernement n'a pas pensé, avant d'entamer ces opérations, au côté social de la chose. Il aurait fallu que le gouvernement de M. Patrice Talon regarde pourquoi ces gens-là sont au bord des rues. Et il comprendrait que c'est parce que les réserves ont été morcelées et vendues. Et penser à récupérer ces domaines-là pour les marchés de proximité. Laurent Métognon, secrétaire général de la FECENTRA Finance, soutien du CONARAB, exhorte les commerçants à continuer la lutte. Continuez cette même lutte, non pas parce que vous êtes contre ce que au Bénin on ait du beau, qu'au Bénin qu'on ait un marché digne, un Bénin où lorsqu'on y vient, on sent qu'il y a un cadre de vie admirable. Lorsque vous battez, vous trouverez toujours les combattants à vos côtés. Le relogement sur les sites appropriés demeure la seule revendication que les membres du CONARAB adressent au gouvernement de Patrice Talon afin de subvenir aux besoins de leur famille. Et restons avec les commerçants pour dire qu'un ralentissement des activités au marché de Sékou, situé à plusieurs kilomètres d'Abomey-Calavi, est remarquable. Ce calme qui règne dans ce lieu cache un malaise profond, malaise que les habitants de ce milieu analysent de diverses manières. Marché de Sékou, les causes du ralentissement des activités, c'est un sujet de Fréjus Serlan et Denis Marouya. Ces dames, elles préparent le jour du marché, pour les unes et les autres y font déjà leur petit commerce quotidien. Au niveau des rares étalages, un calme apparent, les clients se font rares. C'est dire qu'au-delà de l'aspect pacifique qui semble régner sur le marché de Sékou, se cache un malaise profond. Bon, à présent, le marché, nous voyons également qu'il y a un grand problème qui se pose également dans le marché parce que ça ne fonctionne pas du tout. Ce n'est donc plus une rumeur. Les usagers le confirment. Le marché de Sékou ne s'anime plus comme à ses beaux jours. Et pour expliquer la situation, différentes thèses s'affrontent. Les raisons qui expliquent le ralentissement des activités ici au marché de Sékou ressemblent à une pagaille. De quoi s'agit-il? Les autorités nous ont sensibilisés sur les risques liés au commerce au bord de nos voies et nous ont exhortés à rejoindre le marché et à l'énergie. Ce qui a été fait, mais certaines dames ont payé pour se maintenir sur le parc là-bas. Au regard de cette injustice, les autres dames ont aussi regagné le parc, car voulant aussi vendre. Le marché a ainsi été déserté. Nous voulons que le marché s'anime, mais avec ces comportements, le pays ne peut pas avancer. Si les arguments évoqués par Julienne Sékou, commerçante, semblent être les principales raisons du ralentissement des activités du marché de Sékou, Jean Kiaon a lui son idée sur la question. Il pointe du doigt les hommes politiques. Ça ne fonctionne pas du tout. Et le problème, c'est au niveau du politique. Et si les gens voulaient être quelque chose ou bien d'être candidats, ils vont venir nous en disant qu'ils veulent faire telle chose dans le marché, ils vont aménager le marché pour nous, de faire tout possible pour les voter. Et à présent, c'est le contraire. Les gens n'arrivent pas à rentrer dans le marché parce qu'il y a des ordures partout. Même si
les toiles, si vous voyez, les toiles, tout est rouillé dans le marché. Donc, voilà que les étrangers, ils ont peur de rentrer dans le marché parce que tu ne peux pas rentrer. S'il pleut, tu dois tomber. Tu ne peux pas marcher. Quant à Parfait Agbessi, commerçant au marché de Sékou, le problème est beaucoup plus lié à l'adoption d'autres marchés par les clients. En fait, le marché s'animait parce qu'il y avait plus d'agriculteurs, il y avait plus de paysans qui vendaient. Mais il s'avère que les clients non plus, les clients ont déserté le marché de Sékou. Ils ont préféré les marchés de Glo et d'Alada. Là-bas, les choses sont un peu moins chères. Donc, comme il n'y a plus affluence de clients, les paysans aussi ont choisi de rejoindre les autres marchés, les marchés d'Alada et de Glo. L'élaboration d'une meilleure politique de gestion et l'application équitable des décisions à tous s'avère donc urgente pour dynamiser les activités au marché de Sékou. Au registre religion, la rencontre internationale sur le dialogue interreligieux, on en parle encore. Cet événement est à sa deuxième étape faite de visites de sites religieux et historiques du Bénin. Les participants à cette rencontre ont ainsi pu visiter hier, par exemple, la grotte mariale de Dassazoumen vers le centre du Bénin. La délégation s'est aussi rendue au siège mondial de la divinité Sakpata et au palais du roi Agoliagbo à Abomey. Lundi, c'est Porte-Novo et Ouida qui l'ont accueilli. Cette délégation est actuellement à Parakou. Avant cette étape, il y a eu la première, celle marquée par des communications et témoignages relatifs à la cohabitation interreligieuse de diverses personnes de différentes religions. Et vous allez les entendre, elles donnent des exemples évocateurs de la manifestation de cette cohabitation religieuse au Bénin et en Suisse. Moi, je ne me suis jamais baptisé, mais il y a la liberté des religions dans mon foyer. Il y a l'islam, mes enfants font l'islam, j'ai les judéo-chrétiens. Et quand ils viennent me demander d'argent, je dis que c'est l'argent du vaudou. Mes enfants me disent chaque fois que vaudou n'a pas d'argent. Je vous invite à visiter la première paroisse de l'église à Porto-Novo, appelée paroisse mère de l'église Saint-Céleste, qui jouxte une mosquée. C'est seulement un mur qui sépare l'église, la paroisse et la mosquée. Depuis que l'église est installée là, il n'y a jamais eu de friction entre les musulmans et les chrétiens. C'est là un exemple palpable de cohabitation pacifique. On peut avoir une conviction et cependant donner toute sa place à celui qui ne pense pas comme nous. L'islam assure une liberté complète dans le dialogue interreligieux qu'il encourage et soutient. L'islam demande aux musulmans de faire preuve de sens critique et de rationalité dans ce dialogue. Je suis né des parents de religion endogène. Mon grand-père était un grand chasseur. Vous savez ce que ça signifie, les chasseurs, c'est nous. Mon feu papa était maître catéchiste. Donc, j'ai évolué et je suis devenu chrétien évangélique. On accepte que celui qui adhère à une religion pense que la sienne est la meilleure et ça ne fait pas de problème. La liberté de dire que je ne crois pas ce que toi tu crois. La liberté qu'on a entre nous en Suisse, à quelqu'un d'autre de me dire à moi je ne crois pas que ton Jésus est ressuscité. La liberté qu'a quelqu'un de dire à l'autre je ne crois pas que Mohamed est un prophète. On le respecte. On est habitué à cette diversité. Donc le respect de chacun est quelque chose de très très important, au point qu'on a une culture du compromis, c'est-à-dire de savoir renoncer à ce qui nous est très cher pour exprimer notre foi, par respect pour le bien commun, par respect pour l'autre. On renonce à certaines choses. On renonce à une procession dans la rue, pour prendre un peu une actualité ici, mais je ne veux pas entrer dans le débat du Bénin. Mais c'est tout à fait naturel qu'on doive un petit peu, accepter des sacrifices, si on veut,
pour que l'autre puisse aussi avoir sa place et tous vivre en paix. Et la maison à Berne, c'est vraiment intéressant. Il y a une grande maison où il y a aussi une possibilité de manger ensemble. Il y a différents lieux sacrés où il y a pour les juifs une synagogue, pour les chrétiens une chapelle, pour les musulmans il y a une mosquée et il y a d'autres lieux d'espace pour... Hors du Bénin, la ville d'Adiaké a été le théâtre ce mardi d'une mutinerie de militaires ivoiriens. Cette mutinerie est l'œuvre des éléments des forces spéciales, une scène qui a contraint les habitants de la localité à fermer commerce et administration à la demande de ces militaires. Ils réclament le paiement de primes comme pour les 8500 soldats ivoiriens qui en ont déjà bénéficié au prix de précédentes mutineries notées début janvier à Bouaké et dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Le proviseur d'une école privée sud-africaine s'est posé une équation à 3 inconnus, des enfants réfugiés sans école, des professeurs sans papier et des salles de classe vides dans l'après-midi. La solution, des cours gratuits de maths et d'anglais pour ces enfants de migrants africains pour qu'ils puissent à terme intégrer des écoles publiques. Reportage. Are you taking food? Il y a 3 ans, Claude ne parlait pas anglais. Ce réfugié de 12 ans, né en République démocratique du Congo, ne parlait que le français et le lingala quand il est arrivé en Afrique du Sud avec sa famille. Aujourd'hui, il est trilingue grâce à des cours gratuits qu'il prend tous les après-midi avec d'autres enfants migrants. Ici, j'en prends tout, l'anglais, j'en prends maths, toutes choses qu'il faut pour que quand je vais aller dans une autre école, pour que je puisse un peu m'en sortir. Ces enfants viennent de pays africains comme la République démocratique du Congo, le Burundi, le Zimbabwe ou encore l'Érythrée. Faute de papier ou de moyens financiers, ils sont exclus du système scolaire. Une école privée religieuse leur ouvre ses portes grâce au programme 3 to 6 ou de 3 à 6 en référence aux horaires des cours. Notre école est devenue multiraciale en 1976, pendant l'apartheid. Nous considérons que la situation des enfants réfugiés en Afrique du Sud est une nouvelle injustice sociale. Plus de 2 millions de migrants vivraient en Afrique du Sud. Une situation qui crée régulièrement des tensions xénophobes dans un pays où le chômage et les inégalités sont élevés. La plupart de ces enfants ont déjà dû faire face à des insultes, voire des agressions. Leurs professeurs connaissent bien le problème, étant eux-mêmes des réfugiés exclus du système classique. C'est un programme où nous pouvons donner le meilleur de nous en tant étant réfugiés, parce que ce sont nos enfants. Je me sens vraiment fier de mettre quelque chose dans ces enfants qui sont réfugiés comme moi, pour leur futur. Tous les ans, un quart des élèves intègrent les écoles publiques. Un modèle qui a déjà inspiré une ancienne bénévole européenne. Elle a créé un programme similaire pour les enfants syriens en Allemagne. Le Libéria suspend les missions à l'extérieur de ses responsables gouvernementaux. Cette suspension voulue par la présidente Ellen Johnson Sirleaf va durer 2 mois. On évoque les difficultés économiques pour justifier cette mesure. Il y a surtout les problèmes liés à la parité dollar américain et dollar libérien qui provoquent la hausse des prix des produits, une situation que les Libériens ont du mal à accepter. Je vous propose d'écouter un responsable du Libéria parler de la prise de la décision relative à la suspension des missions à l'étranger. Notre pays fait face à de nombreux défis économiques. C'est un fait. De plus, des mesures drastiques sont mises en place et la suspension des voyages en fait partie. C'est pas vraiment une suspension, c'est plutôt un moyen d'économiser de l'argent. C'est difficile pour mes clients. C'est compliqué pour mes ventes parce que c'est l'Afrique. La plupart des gens sont pauvres. Et au Libéria, c'est la pauvreté. Donc si vous dites à quelqu'un que tel truc vaut $100 et 2 semaines plus tard, $190, vous allez voir ce qu'il va vous faire.
Haïti a son nouveau président démocratiquement élu, Jovenel Moïse, 48 ans, a été investi mardi 58e président de cet État. Après la cérémonie d'investiture, il y a eu au palais présidentiel une cérémonie religieuse et la lecture de son premier discours. Moïse Jovenel qui commence par tenir les rênes du pays au moment où sa dette est estimée à 2 milliards de dollars. Jovenel, on le rappelle, a été élu en novembre dernier à la suite d'un premier succès contesté en octobre 2015. L'Écosse dit non au Brexit. Le Parlement écossais a voté à une grande majorité contre le projet de loi du gouvernement britannique autorisant Theresa May, première ministre du pays, à lancer le processus de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On précise que ce vote n'est que symbolique parce que la décision des parlements régionaux n'est pas à prendre en compte selon une décision de la Cour suprême. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.